Bonjour et bienvenue sur Renaud Roussel Nutrition pour ce podcast numéro 20. Nous allons parler aujourd'hui de microbiote, bien évidemment, de biofilms pathogènes, résistants, immortels, très impliqués dans la formation de nombreux cancers, maladies auto-immunes, cardiovasculaires et neurodégénératives. Et nous parlerons de bactéries capables de défaire ces biofilms immortels que même les antibiotiques ne peuvent pas éliminer. Quoi de mieux que des bactéries concurrentes antibiofilms pour aller désorganiser une association de malfaiteurs bactériens. D'autant plus que ce sont ces mêmes malfaiteurs qui ont envahi le territoire, c'est-à-dire nous, et qui ont réussi petit à petit, au fil des années, à prendre la place des bactéries protectrices de nos muqueuses, de nos tissus et organes. Il est intéressant alors de réimplanter les bactéries protectrices. Et nous verrons que les feuilles vertes des végétaux de notre environnement sont riches en ces bactéries protectrices de nos tissus, antibiofilms. C'est la raison pour laquelle je recommande vivement de les intégrer à l'alimentation, y compris à la diète low carb et cétogène, puisque les feuilles vertes sont de toute façon pauvres en sucre. Donc, on n'a rien à perdre avec les feuilles vertes, on a tout à gagner. Rappelons qu'il existe 3 entérotypes principaux compatibles avec la vie humaine, l'entérotype Bacteroides, l'entérotype Prevotella et l'entérotype Ruminococcus. Ils sont bien connus, étudiés. Vous avez tous les détails sur ces entérotypes dans mon dernier livre, Santé métabolique, immunité, microbiote. Les humains ont tous un microbiote composé des mêmes familles de bactéries avec quelques différences notoires géographiques et ethniques, c'est-à-dire que nous avons tous des bactéries de type Bacteroides, Prevotella et Ruminococcus, mais c'est la prédominance d'une de ces 3 familles qui détermine l'entérotype de chacun. Et puisque ces entérotypes sont compatibles avec la vie humaine, eh bien, chacun va vivre parfaitement avec son entérotype tant qu'il reste équilibré et riche. Les problèmes surviennent dès lors que la flore s'appauvrit pour de multiples raisons et que son équilibre va se trouver altéré par la venue de certaines bactéries pathogènes qui vont réussir petit à petit à s'installer et à s'organiser pour former des biofilms résistants, c'est-à-dire une association de familles de bactéries aux intérêts communs qui s'organisent en couches successives résistantes au traitement, les déchets des uns servant de source énergétique aux autres. Il est important pour un thérapeute de connaître l'entérotype de la personne qu'il conseille, car chaque entérotype a des particularités qui lui sont propres, avec un risque de certaines maladies associées, et que les stratégies visant à régler ces flores lorsqu'elles sont perturbées vont donc être différentes. Une flore bactéroïdèse déréglée est plutôt une flore qui va produire beaucoup de graisse et faciliter la prise de poids avec un excès de fermentation hydrogène. La maladie de Crohn fait partie de ces risques, des risques de cette flore lorsqu'elle est associée à des bactéries pathogènes comme Mycobacterium avium et Campylobacter. Une flore Ruminococcus déréglée est une flore qui va produire beaucoup de méthane en raison des archées coliques et qui va être corrélée à la constipation chronique et à la dépression. Et enfin, avec une flore Prevotella déréglée, eh bien, c'est une flore de destruction qui s'installe avec un excès d'hydrogène sulfureux et c'est une flore corrélée à des maladies comme la rectocolite, l'endométriose ou encore la fibromyalgie. L'entérotype est transmis par la mère à ses enfants, et puis la vie faisant son œuvre, il est possible que la flore se dérègle, notamment en raison de l'alimentation moderne qui stimule outrageusement la flore de fermentation, la rencontre immunitaire avec différents virus, ça c'est inévitable, et la survenue de maladies et syndromes diverses et variés traités par des médicaments qui ne sont pas sans conséquences sur le microbiote. La flore va donc malheureusement très souvent s'appauvrir et perdre son effet protecteur au point qu'un biofilm pathogène puisse saisir l'opportunité de s'installer de manière pérenne, devenir résistant, ce que la science qualifie d'immortel, et envahisse l'espace digestif mais également les tissus et les organes périphériques.
Nous savons qu'aucun tissu, aucun fluide, aucun organe n'est stérile, que ce soit le cerveau, la prostate, les reins, les ovaires ou les seins. La flore est partout. S'il s'agit d'une flore physiologique, alors tout va bien, la santé est solidement installée. S'il s'agit d'une flore pathologique par infiltration de bactéries pathogènes, alors c'est le début des problèmes. Et il s'avère que lorsque les tissus ont une flore riche, avec en son sein la forte présence d'une bactérie spécifique, aérobie, qui s'appelle Méthylobacter, eh bien, ceux-ci ne développent pas de cancer. A l'inverse, lorsque cette bactérie est refoulée par des tissus, par des bactéries concurrentes qui arrivent en masse, le risque de cancer est grand. Des études sur le cancer du sein démontrent un micro-environnement tumoral bactérien composé de spécimens très agressifs du genre Pseudomonas ou Clostridium qui ont désorganisé les bons fonctionnements biologiques et fait s'exprimer des récepteurs cellulaires spécifiques, les Toll-like récepteurs, qui font déclencher des réactions immunitaires inflammatoires en cascade par les voies de signalisation TNF-alpha et NF-κB notamment, qui lorsqu'elles se pérennisent en raison d'infiltration chronique d'envahisseurs bactériens sont marqueurs d'un risque élevé, voire d'un développement tumoral. Méthylobacter, quant à elle, a une action anti-inflammatoire dans les tissus sains et les études sur l'animal démontrent qu'un apport de méthylobacter et ainsi de certains composés organiques produits par la bactérie diminue le taux de croissance tumorale en corrélation avec l'immunité adaptative. Une étude de 2025 en cancérologie conclut sur l'intérêt de l'évaluation des microbiotes des tissus à des fins de diagnostic potentiel, de prédiction des risques et de traitement et ou de prévention potentielle des maladies. Méthylobacter est un genre de bactérie qui fait partie de notre environnement et que l'on retrouve dans le microbiote et les tissus humains sains, mais elle est aussi une bactérie essentielle à la croissance des plantes, à leur résistance à la maladie et donc à leur bonne santé globale. Une étude fort sympathique de 2019 en microbiologie et bio-ingénierie démontre que les processus biochimiques induits par un apport supplémentaire de méthylobacter à des fraisiers permettaient d'augmenter la saveur des fruits. Je vous ai parlé tout à l'heure de Mycobacterium avium et de la maladie de Crohn. Eh bien, une étude de juin 2016 a analysé les biofilms de rideaux et de pommes de douche, ainsi que celles de la plomberie domestique de différents patients atteints par Mycobacterium avium, a démontré que lorsque cette bactérie fortement pathogène était présente, Méthylobacter était absente. Le contraire a été également démontré lorsque Méthylobacter est présente dans un biofilm, Mycobacterium avium en est absente. L'étude conclut sur l'intérêt pour les hôpitaux de constater visuellement la présence de Méthylobacter en raison de la pigmentation rose sur les pommeaux et rideaux de douche qui démontrent sa présence, pour ainsi déterminer rapidement avec un degré élevé de certitude l'absence de Mycobacterium avium dans le système de distribution d'eau. C'est la même chose pour le microbiote humain. Une flore riche de muqueuses qui comprend Méthylobacter va donc la protéger d'une infiltration intracellulaire de Mycobacterium avium connue pour induire la maladie de Crohn. Méthylobacter montre également une grande efficacité contre Propionibacterium acnes, une autre bactérie anaérobie fortement pathogène d'origine buccale que l'on retrouve dans le cancer du sein triple négatif par exemple ou de la prostate. Une autre bactérie que l'on retrouve dans l'endobiote des feuilles vertes, l'Isobacter, a le même effet que Méthylobacter et a même une action antiparasitaire. La science s'intéresse de près à ce type de bactéries protectrices pour de futurs traitements bactériens contre le cancer. Alors, soyons clairs, je ne dis pas que mâchouiller 3 feuilles vertes va permettre aux bactéries de leur endobiote de type Méthylobacter et l'Isobacter d'intégrer une tumeur et de permettre de guérir d'un cancer du sein, de l'ovaire ou de la prostate, pas du tout. Le message que je veux vous transmettre ici est que le microbiote, c'est une guerre des mondes, ce sont des biofilms qui essaient de s'installer au détriment d'autres biofilms et que le vainqueur sera soit gage de santé, soit gage d'un risque de maladie possiblement grave.
Prenons l'exemple de Prevotella. C'est une flore qui, lorsqu'elle est déréglée, surexprimée, notamment par une trop grande consommation de végétaux, est associée à des bactéries anaérobies très agressives comme Porphyromonas gingivalis, Propionibacterium acnes, Fusobacterium, la plus terrible, Agregatibacter actinomycetem comitans et Treponema, Tannerella, d'autres encore, qui s'organisent en un biofilm résistant, immortel, responsable de maladies parodontales et diffuseur permanent de ces agents pathogènes dans l'organisme entier. Agregatibacter actinomycetem comitans, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Immortel, cela veut dire que même les antibiotiques n'en viennent pas à bout, qu'il restera toujours quelques bactéries sous forme sporulée, quiescentes, qui restent inactives et non pathogènes, mais qui vont émerger à nouveau, reprendre leur expression et leur prolifération à la moindre occasion, à la moindre sollicitation, dès l'arrêt du traitement. La flore Prevotella et ses bactéries anaérobies associées s'installent d'abord dans la bouche, c'est les gencives qui saignent, puis qui se rétractent, c'est les caries dentaires, c'est l'acné, c'est ensuite la maladie parodontale. De ce foyer diffuseur permanent, elles envahissent l'intestin grêle, l'abrasent, y créent une possible perméabilité en fonction de l'importance du biofilm, bien sûr, puis infiltrent l'organisme par voie sanguine. Au passage, elles vont altérer les terminaisons nerveuses très profondément implantées dans les muqueuses. Je rappelle que Prevotella est associé à la fibromyalgie. Ces bactéries peuvent directement passer dans la voie sanguine dès la bouche, car ce sont des bactéries qui créent des lésions dans les tissus, les font saigner, des bactéries qui creusent et s'infiltrent profondément. Lorsque leur invasion est pérenne, elles vont combattre les bactéries protectrices des tissus sains comme Methylobacter et les éliminer en raison de leur nombre important au fil du temps. Nous allons alors perdu la guerre, l'envahisseur a gagné et nous en subissons les conséquences. Ce biofilm résistant d'origine buccale est très bien organisé. Ce sont des bactéries anaérobies qui détestent l'oxygène et qui doivent s'opposer pour survivre à la flore originelle, richement dotée de bactéries de type Streptococcus, qui produisent du peroxyde d'hydrogène, de l'eau oxygénée, pour le dire plus simplement, afin de se protéger d'une invasion d'anaérobies très agressives, comme Porphyromonas gingivalis par exemple. Alors, certaines bactéries comme Agregatibacter actinomycetem comitans produisent des enzymes peroxydases afin de décomposer le peroxyde d'hydrogène, donc de rendre inefficace l'eau oxygénée tout simplement, et le rendre totalement inefficace, ce qui profite largement à Porphyromonas gingivalis qui va pouvoir tranquillement découper les tissus grâce à ces puissantes enzymes, des protéases et des sialidases, pour s'infiltrer profondément dans les tissus et atteindre la voie sanguine, ce qui profite à Fusobacterium nucleatum qui ne possède pas ces enzymes spécifiques et qui suit comme son ombre son associé anaérobie qui lui ouvre les portes de l'organisme. Je l'ai dit, un biofilm est une association de bactéries qui œuvrent à un intérêt commun, leur survie et leur implantation. Alors, comment organiser la résistance? Comment reprendre le combat efficacement et au final renverser la situation et reprendre les territoires perdus avant qu'une catastrophe n'arrive? Lorsqu'un biofilm résistant, immortel, est installé de longue date, je le répète, consommer quelques feuilles vertes ne suffira pas. Il faut en premier lieu éteindre le foyer diffuseur, c'est-à-dire assainir la flore buccale. J'en ai parlé dans d'autres podcasts, mes différents posts Facebook et dans mon dernier livre que j'ai cité tout à l'heure. On n'utilise surtout pas de solution antiseptique pour se nettoyer la bouche, mais de l'eau oxygénée, concentration 10 volumes, diluée avec de l'eau selon un protocole très simple, et on se nettoie la bouche toute la vie. Ensuite, on réduit drastiquement la consommation de sucre fermenté cible afin d'arrêter de nourrir la mauvaise flore et de la surexprimer. Rien ne pourra être corrigé si on n'arrête pas de stimuler la flore coupable.
Il faut bien sûr s'attaquer en même temps aux biofilms résistants installés. Pour cela, j'utilise une association d'huiles essentielles microdosées du 40e ou du 50e de goutte en fonction des huiles utilisées, associées à un mycélium et à de l'écorce d'arbre afin d'assurer le transport au sein du tube digestif. J'insiste, n'utilisez jamais les huiles essentielles en gouttes, c'est beaucoup trop puissant, ni même en dixième de goutte, c'est destructeur et sans transporteur notamment. Là, vous détruisez la flore et la muqueuse. Pour s'attaquer à un biofilm pathogène, encore faut-il connaître de quel biofilm il s'agit et où il se trouve. Adressez-vous à des thérapeutes aguerris à ce type de travail, n'entreprenez rien par vous-même lorsqu'il s'agit d'huiles essentielles, même microdosées. Et enfin, on réimplante petit à petit les bonnes bactéries, celles de l'endobiote de feuilles vertes, en les intégrant à vos préparations culinaires. Alors, ne vous gavez pas de feuilles vertes, quelques grammes de leurs fibres suffisent. Vous les blanchissez afin de vous débarrasser des bactéries pathogènes de l'exobiote, c'est le seul moyen. Il serait dommage d'apporter du campylobacter alors que l'on désire son concurrent méthylobacter. Laver à l'eau, au bicarbonate ou au vinaigre ne servira à rien, il faut blanchir avant une cuisson à feu doux. Et on blanchit pour éliminer l'oxalate présent dans certaines feuilles vertes. Les bactéries de l'endobiote, celles que l'on veut réintégrer, sont très intriquées au sein des fibres profondément et résistent bien à la chaleur. Et plus encore leurs phages, ces petits virus qui sont leurs armes de destruction des bactéries concurrentes. Une guerre de bactéries, c'est en réalité une guerre de phages. Sachons utiliser les bons phages, des bonnes bactéries, pour combattre les mauvais phages, des mauvaises bactéries. Puisqu'il faut consommer les feuilles avec leurs fibres, comprenez bien que les tisanes ne servent à rien du tout dans l'objectif recherché. Alors, quelles feuilles vertes ? La roquette est intéressante, on peut en consommer quelques feuilles crues, bien propres, en salade à l'occasion. Ensuite, les brocolis, les blettes que l'on blanchit bien pour en retirer l'exobiote et l'oxalate. Le chou chinois sont intéressants, mais plus encore l'ortie, la chicorée romaine, le kénopode blanc, le mouron des oiseaux ou stellaire, le Gnaphalium spicatum, l'Oxalis carniculata, difficile à prononcer, l'herbe du tigre, l'aune glutineux, la renouée des oiseaux, le pissenlit, la bardane, le plantain, bref, les jardins et les campagnes regorgent de mauvaises herbes, pas si mauvaises finalement. Je précise que les haricots verts ne sont pas des feuilles et qu'ils ne représentent aucun intérêt en ce qui concerne un apport de biote utile. Voilà, dans cette guerre des mondes dont dépend notre santé, il est important d'apporter les bons soldats à la bonne armée. Ce sont nos choix alimentaires qui déterminent quelle armée nous nourrissons. Nous sommes l'intendance des armées. Il faut donc faire les bons choix, apporter des bactéries aérobies à la flore haute, la bouche, le duodénum et le jéjunum, une flore protectrice de nos muqueuses et autres tissus, une flore qui s'oppose à l'implantation des bactéries anaérobies pathogènes, destructrices et envahissantes. Les études le démontrent très bien. L'endométriose, ce sont des bactéries anaérobies buccales qui se retrouvent là où il ne faut pas. Idem pour de nombreux cancers, dont celui du côlon avec un fusobacterium buccal ou encore Parkinson avec des bactéries buccales, cause de la mauvaise conformation de protéines spécifiques essentielles qui deviennent pathogènes et qui remontent au cerveau par le nerf vague et s'y accumulent. Bref, on se nettoie la bouche, on réduit les glucides à 50-100 grammes par jour maximum, on consomme quelques grammes de feuilles vertes et on agit favorablement pour sa santé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la faire connaître à vos proches. À bientôt pour un nouveau sujet.